La créativité consiste à imaginer, construire théoriquement ou pratiquement, mettre en œuvre quelque chose d'inédit ou de neuf. C'est aussi s'adapter et dépasser les obstacles en trouvant des solutions. La créativité a besoin de rêverie et de pragmatisme et l'enrichissement dont bénéficie une personne ou un groupe. C'est la créativité d'une personne dépend, à mon sens, de deux vertus essentielles. D'une part, il faut être capable d'agilité imaginative, d'autre part, posséder un sens de la liberté qui déroge aux habitudes et aux normes. Ces deux ingrédients sont importants parce qu'ils permettent à un être humain de sortir des règles et de jouer librement sa vie, son œuvre. La créativité permet de s'affranchir des formes d'oppression, qu'elles soient familiales ou institutionnelles, peu importe. Elle exacerbe l'élan vital de l'être humain et peut parfois, éventuellement, s'accompagner d'insolence. Les créatifs sont souvent plus difficiles que les autres à faire entrer dans un moule, dans un cadre, dans une doxa, sauf, bien sûr, lorsque ceux-ci sont financés par elle, justement par une doxa, et que leur art sert à véhiculer une propagande et se met à son service. Ça, c'est autre chose. Comme pour l'intuition dont tu parlais précédemment, Clément, la créativité jaillit lorsque le vacarme s'interrompt et que la personne laisse entrer en elle l'inspiration. Vois-tu quelque chose à ajouter? J'ajouterais à ce que tu viens de dire que la créativité suppose que l'on sorte aussi du temps des horloges pour se rapprocher d'un temps plus naturel, plus humain. Et je me demande si la créativité ne s'accompagne pas la plupart du temps d'une sorte de missing time, c'est-à-dire de temps manquant durant lequel la personne échappe au système des horloges. En échappant aux horloges, elle change d'espace-temps, pour ainsi dire. Hein. Elle change de repère, elle échappe aux injonctions, au devoir-être. C'est le moment où le psychisme se révèle tel qu'il est, se laisse aller dans un autre état. Parce que la créativité est un état. L'état de créativité met la personne en contact intime avec une vérité intérieure qui peut s'avérer très différente des vérités enseignées dans le cadre de la cellule familiale, de l'école ou des institutions. La créativité est une expérience éprouvée, pas spécialement mentale, mais qui va déconnecter momentanément une personne de son incarnation. Sans être obligatoirement rebelle, la personne qui vit une expérience créative endosse souvent le costume du résistant, non violent. Et derrière cette façon d'être sommeille une désobéissance potentielle qui peut déboucher éventuellement sur une incapacité à obéir. Si la créativité humaine est un instant de liberté absolue qui demande à s'exprimer, elle est aussi un imaginaire que le système tente en général de récupérer à son profit. Ce qui fait que la créativité est ambivalente. Par exemple, Adolf Ziegler, spécialiste du nu et professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Munich, fut l'un des artistes préférés d'Hitler et organisa en 1937 l'exposition de Munich où on distinguait l'art, entre guillemets, dégénéré et l'art allemand. La créativité peut parfaitement donc se mettre au service de la cruauté. En disant cela, je pense à l'amour de la tauromachie de Picasso, hein, car on sait que la corrida est un des thèmes centraux de son œuvre. Quoi qu'on pense de ce peintre, de son travail, je veux dire qu'en tant qu'artiste, stricto sensu, c'est une chose, mais ce n'est pas de cela dont je parle ici. Il est clair que pour moi, son art, sa créativité a contribué à faire de cette pratique cruelle un plaisir esthétique. Son talent a contribué à perpétuer cette propagande morbide, ancestrale, qu'est la tauromachie, que ce soit par ses toiles ou ses illustrations de livres sur ce sujet. Beaucoup de créatifs et artistes en herbe ont confirmé, jeunes ou vieux, connus ou non, incarnent cette ambivalence. Leur créativité fait d'eux des êtres potentiellement serviteurs d'un système, d'une idéologie, d'un courant, d'une coutume, mais aussi des résistants naturels de ces systèmes, de ces idéologies, de ces courants, de ces coutumes. Oui, tu as raison de rappeler cette ambivalence liée à la créativité, c'est-à-dire
l'afro-émancipation est récupérée par un système. Pour ma part, je veux insister sur le fait que le pétale de la créativité est le troisième joyau à disposition de tout un chacun. Après l'amour, la connaissance, nous sommes donc dans ce troisième joyau de la créativité. Et cette créativité se met en scène de multiples façons. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous artistes, mais que nous sommes tous des créatifs en puissance et que cette créativité en action dans la vie quotidienne fait de nous des résistants potentiels. Construire soi-même sa cabane, dessiner ou peindre à ses heures perdues, composer dans sa chambre, ou chanter un air d'opéra, danser ou cuisiner finement, autrement, fabriquer des bijoux originaux, élaborer des bouquets somptueux, concevoir, pourquoi pas, un synopsis hors des sentiers battus, ou peut-être un nouvel ami, etc. Ce sont autant d'initiatives ordinaires basées sur l'intelligence du cœur plus que sur la raison d'État, autant de modestes réalisations ou grandioses qui permettent d'être un petit peu plus heureux, même lorsque tout va mal et que règne la peur. Créer est donc l'antidote de la peur ou de l'amorosité. Créer, c'est tenter de reconstruire le réel, en tout cas de l'appréhender selon un ordre différent. Créer aide à s'émanciper d'une situation toxique et témoigne de la volonté de remettre quelque chose en ordre au moyen de son inspiration et de la nouveauté. Créer, c'est sortir d'un certain chaos éprouvé, en recréant quelque chose de neuf grâce à son imaginaire créateur. Le chaos, qu'il soit personnel ou social, fait ressortir le potentiel créatif des personnes. Il les oblige à considérer autrement les problèmes ainsi que les solutions, mais aussi à ne pas se fier aux évidences. Alors, le formidable tel que nous en parlons depuis le début, toi et moi, a généralement été initié au chaos, qu'il s'agisse d'un chaos intérieur ou extérieur de la nuit. Le tumulte matériel, émotionnel, spirituel fait partie de son vécu. Et il en a tiré un enseignement personnel, pour ne pas dire spirituel. Du point de vue étymologique, le terme enseignement signifie marquer d'un signe, distinguer, rendre remarquable. À ceci, j'ajouterais rendre formidable. Et comprenons par là que l'enseignement en question ne lui a pas été traduit par l'école, mais par le cœur symbolique. Éduquer l'esprit sans éduquer le cœur revient à n'avoir aucune éducation du tout, disait Aristote. Oui, c'est vrai que créer, même modestement, humblement, voire dans le secret, n'est jamais un acte anodin, parce que chaque création naît d'une énergie spontanée n'obéissant qu'à elle-même. Cette énergie puissante, personnelle ou collective, est sans limite. Elle est une force vive qu'aucune dictature, tyrannie ou coercition ne peut jamais être totalement jugulée, ou alors momentanément. Il y a des discours, des règlements, des sanctions qui, tôt ou tard, seront détrônés par l'être humain. C'est ainsi. Espérer contrôler cette part inaliénable de l'humain, c'est se verser d'illusions. Or, cette illusion est typique de la psychogénèse des tyrans de tous bords, qui se croient invincibles, mais ils ne le sont pas lorsque le génie humain met en marche de nouvelles et grandes idées. Et si les tyrans se croient invincibles, c'est parce qu'ils parient sur le mental et l'intellect, qu'ils jugent supérieurs aux élans du cœur et supérieurs aux élans des émotions. Ils peuvent ainsi se donner l'impression de régner momentanément, mais non éternellement. Les grandes idées sont le plus souvent le fruit d'un grand cœur que d'une grande intelligence, disait Dostoïevski. Et je crois qu'il avait raison. Les grandes idées pulsant de notre fort intérieur renversent tôt ou tard les manigances des vieilles cervelles et les projets privés de tyrans qui prétendent s'accaparer le monde. Le pétale de la création dont on parle est une puissance immaculée et libératrice, présente en chacun de nous. Ce pétale permet au monde de s'extraire de la volonté des tyrans successifs privés au public.
C'est ce qui en fait justement un joyau immatériel. Durant les périodes de coercition, de contention, de dictature, d'imposition, d'obligation, d'angoisse, ou lorsque les crises pointent leur nez et viennent gâcher la vie des peuples, ce joyau aide à résister aux oppressions de quelque nature que ce soit. Si créer mais pas résister, il n'en demeure pas moins que les petites escapades intérieures créatives permettent à chacun de s'extraire du chaos et de refaire le monde à sa guise. Enfin, le pétale de la création rappelle que seule la vie détient sur cette terre les pleins pouvoirs sur son œuvre, sur nous, et que si les tyrans sont têtus, ils ne sont rien ou jamais très longtemps. Une auteure québécoise, Marie-Claire Amblay, disait ceci: « Le poète et le tyran font rarement bon ménage. » Eh bien, je trouve cela très vrai.